Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de notre série exclusive 13 webinaires intitulée 19 Les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est aujourd'hui Stéphane Archy que nous accueillons. Bonjour Stéphane et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Margot, bonjour tout le monde. Alors Stéphane, tu es gérant de Netica IT Services, qui est une entreprise belge. Netica IT Services, en bref, c'est 30 ans de présence dans le secteur IT, 1989. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes intervenant en français et en anglais. Et c'est une centaine de clients fidèles allant de la PME aux organisations internationales. Imprégné par les idées d'une autre gouvernance, notamment l'ineffable Jean-François Zobrist, tu as fait le constat que le modèle pyramidal hiérarchique reprenait subrepticement le pouvoir dans ton entreprise. Et il reste le modèle finalement naturel pour beaucoup d'entreprises. Donc c'est sûr que quand on n'a pas un modèle aussi structuré que l'holacratie, ça peut tendre vers un retour à la hiérarchie. Et pour autant, à l'époque, tu ne disposais ni du temps, ni de l'expérience, ni de l'énergie pour mettre au point, tester, corriger et implémenter ton propre modèle de gouvernance agile et collaboratif. C'est à la lecture de la bande dessinée qu'on a publiée et du livre de Brian Robertson que tu as trouvé la solution. Tu as vu un nouvel operating system d'entreprise, donc c'est un système d'exploitation moderne, évolutif, testé, prêt à l'emploi, consolidé par des outils et des formations standards, des services de consultance à la carte et une communauté dynamique. Et du coup, tu t'es formé auprès de l'Institut EGE, auprès de nous, et puis tu as formé aussi pas mal de collaborateurs. Et vous avez signé la Constitution, alors j'ai revu ça ce matin, le 5 mai 2019, donc demain c'est l'anniversaire, ça fera tout juste un an. C'est assez... Bon, on aurait dû faire le webinaire demain finalement, ça aurait fêté l'anniversaire. Voilà pour la petite présentation. Et du coup, je te propose qu'on passe aux questions que j'ai préparées. Et puis ensuite, on passera à la période de questions-réponses des participants. Encore une fois, si vous avez des questions déjà, n'hésitez pas, ne les gardez pas dans votre tête. Vous pouvez les écrire directement en appuyant sur le bouton QR. Alors, première question pour toi, Stéphane, un peu plus globale. Pour resituer un petit peu le contexte dans lequel on est, quel est l'impact du Covid-19 sur votre activité au sein de Netica IT Services et notamment en termes de vos effectifs? Est-ce qu'il y en a que vous avez pu mettre en télétravail? Est-ce qu'il y en a qui continuent de travailler dans les locaux? Et est-ce qu'il y en a qui ont dû être mis en chômage partiel ou dispositif similaire? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne en Belgique. Appelons-là le chômage Corona pour rester international, puisque vous avez quand même des gens un peu partout dans le monde. Non, on a continué à travailler, personne n'est en chômage économique, chômage Corona. On a eu même 2 ou 3 premières semaines qui ont été intenses. On a travaillé à 150% de la normale par rapport à 2019. Ça a été vraiment intense. Et puis ça s'est calmé. Mais donc personne en chômage Corona. On a même engagé en fait un intérimaire, le temps de gérer les appels. Le sens hotline a pris tout son sens là pendant les premières semaines. Mais voilà, c'est passé. Non, voilà, le télétravail est assez naturel pour nous. Notre métier, en fait, se fait souvent en clientèle pour la plupart des gens. Et à part 1 ou 2 fonctions qui sont par exemple la préinstallation et les livraisons, tout le reste se prête bien au télétravail. Tous en télétravail, à peu près. Tous en télétravail. Super. Alors, quelle a été ta première réaction, toi, en tant que dirigeant face à la crise? Qu'est-ce que vous avez mis en place dès les premiers jours, dès les premières semaines, à la fois en termes de sécurité des collaborateurs, mais aussi pour sauver, entre guillemets, le business? Rien de spécial, un peu comme tout le monde, on a eu un petit avantage tout de même. On a pas mal de clients qui sont des organisations internationales et qui ont en fait bougé 2 ou 3 semaines avant le mouvement général. Donc, on avait 2 ou 3 semaines d'avance qui nous ont permis, nous, de nous adapter
n'était évidemment pas prêt sur tous les aspects au niveau technique. Donc, on a eu un peu de temps pour s'adapter. Et puis, comme tout le monde, on a cherché les produits qu'on ne trouvait plus, qu'on commandait mais qui n'arrivaient pas. Voilà, tout ça a été géré. Mais alors, tout le monde, en fait, je n'ai pas eu un rôle particulier par rapport à ça. Tout le monde a eu dans ses rôles la même énergie pour s'adapter rapidement à ce qui venait, ce télétravail imposé, et puis ce télétravail que nos clients ont dû mettre en œuvre très très rapidement, et pour beaucoup, ils ne l'avaient pas prévu. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? J'imagine que vous avez accompagné vos clients vers ce télétravail, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait une cellule de crise de quelques collaborateurs? Est-ce que c'est toi qui as porté ou comment vous avez géré ça? Alors non, grâce à l'holacratie, probablement, je n'ai pas porté autre chose que mes rôles. Et tout le monde a assumé en fait dans ses rôles, ses fonctions et ses redevabilités par rapport aux autres collaborateurs et par rapport aux clients. Tout ça s'est passé de manière à la fois stressante et bousculée parce que les événements étaient tels, mais à la fois très simple et naturel pour ce qui est de l'organisation chez nous. Alors c'est sûr que pour certains, les conditions de télétravail étaient difficiles. Pas forcément l'espace pour avoir un bureau confortable, avoir des enfants, des enfants en bas âge, c'est très inconfortable. Mais de manière générale, tout s'est vraiment passé, et y compris la réaction de nos clients, même les plus exigeants d'entre eux, ont été extrêmement compréhensifs pendant toutes ces semaines. Merci. Alors, je vais juste à faire attention. J'imagine que tu as le micro près de tes mains. Donc, parfois, on entend un petit bruit peut-être quand ça bouge. Ouais, ah oui, voilà, c'est là. Quand tu bouges tes mains, on entend un petit Ok, bruit. je vais essayer de rester les mains fixes alors. Du coup, sur le télétravail, c'est intéressant. Effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes conditions. Hein. Quand on est dans un petit appartement avec les enfants et le conjoint ou la conjointe, c'est pas forcément évident. Donc, comment est-ce que tu as géré ces collaborateurs en télétravail, notamment sur l'aspect management? Alors, à la fois le management côté opérationnel, il faut garder un certain alignement sur les priorités et une certaine motivation. Et puis, à la fois sur le côté plus RH, on va dire, pour que ils ne soient pas lésés ou qu'ils se sentent pas bien. Ok. Il y a deux aspects par rapport à cette question. Le premier aspect, c'est, comment dire, ce télétravail fait tomber les masques, en fait. On ne gère plus le temps, y compris autant pour l'employé que pour le gérant, le patron. Pour l'employé, c'est assez confortable aussi à un moment donné de se dire je suis là à 9h et je pars à 17h30, donc j'ai rempli ma fonction. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui apporte de la valeur ajoutée. Le télétravail fait tomber les masques par rapport à ça parce que ces heures, certains essayent de les vérifier, mais ça n'a pas de sens. Et donc, ça nous met face au sens réel de notre travail. Ce n'est pas facile, ni pour l'employé, ni pour le leader de cercle, pour utiliser un terme un peu plus adapté à l'holacratie. Ça, c'est le premier aspect. L'autre, il n'y a pas besoin de gérer les gens. Ils ont une raison, ils ont des rôles, ils ont pour ces rôles, ils savent ce qu'on attend d'eux. Pourquoi les gérer? Oui, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser d'une organisation qui est mature en holacratie où effectivement chacun s'autogère. Après, j'imagine que ça ne doit pas être évident pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément la capacité de bien prioriser. Et puis, comme tu disais, il y a des environnements différents. Donc, comment est-ce que vous avez géré celui qui ne peut pas mettre 100% de son temps parce qu'il a les enfants ou d'autres choses à gérer? Oui, mais donc, mon rôle là en tant que leader de cercle ou le rôle des autres leaders par rapport à leur cercle, c'est de garder un équilibre. C'est certain que comme dans toute équipe, et ça, l'holacratie n'y changera rien,
Tout le monde n'a pas la même maturité par rapport à ces rôles. Nous avons des jeunes qui sortent de l'école, d'autres qui ont d'autres expériences déjà, qui ont vécu dans d'autres milieux professionnels. On a des gens qui sont plus naturellement altruistes, d'autres qui sont plus centrés sur leurs envies et leurs besoins, donc, comme dans toute équipe. Mais je dirais que le rôle là se limite, surtout pendant une période comme celle-là, à garder un équilibre pour que ça reste juste au niveau de l'ensemble, et aussi de ne pas ajouter du stress, de ne pas ajouter quoi que ce soit qui perturbe encore plus le travail des collaborateurs. Oui, d'autant plus que le stress, on l'a par les médias. Ils font assez bien leur job là-dessus. Et est-ce que du coup, vous avez mis en place des réunions? Est-ce que tu as mis en place des one-to-one avec certains pour justement les accompagner et essayer de voir s'il y avait des problématiques éventuelles ou même juste faire de la synchronisation? On n'a pas besoin réellement de synchronisation. On a gardé nos réunions hebdomadaires qui servent à ça. Et là, le CRACI nous a vraiment aidés, puisqu'on a des réunions qui ont un processus bien clair, bien compris, bien géré par tout le monde. Et donc, les faire autour d'une table ou en téléconférence ne change quasiment rien. On a dans l'équipe une dizaine de facilitateurs, donc de personnes qui ont été formées chez vous à la facilitation des réunions. Et donc ça, c'est très facile, c'est très pratique pour nous de pouvoir gérer des réunions comme celle-là, peu importe le lieu ou l'organisation. Mais non, surtout pas retomber dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du micromanagement, avoir des réunions. Alors bien sûr, il y a des problèmes pratiques qui peuvent se poser, et donc là, en tant que leader, par exemple aujourd'hui, on a deux personnes qui ont un réel problème. C'est à la fois devoir travailler, reprendre ou continuer le travail, et à la fois gérer les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et un conjoint qui peut-être aussi doit lui aussi reprendre le travail. Donc ça pose des vrais problèmes d'organisation. L'État propose des solutions, mais qui ne sont pas encore très claires. Enfin voilà, donc ça, ce sont effectivement des points sur lesquels on est sollicité, mais certainement plutôt pour aider que pour gérer. Je partage tout à fait ton analyse sur les réunions virtuelles. Alors, je ne sais pas pour les autres environnements où on a vu des parodies de réunions un petit peu chaotiques en visioconférence. En tout cas, pour les réunions holacratie de triage et de gouvernance, comme elles sont assez structurées avec un processus qui en plus est maîtrisé par une bonne partie de votre équipe, c'est sûr que ça aide et ça fait comme en vrai. C'est même beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas l'interpersonnel qui joue et donc qui freinerait le processus en tout cas. Mais je te remercie pour ton analyse sur le télétravail. J'avais interviewé un dirigeant qui disait que lui, il faisait pas, donc ce n'était pas dans le cadre de ses webinaires, mais qui disait qu'il ne faisait pas confiance à ses collaborateurs. Et je sens que toi, ce n'est pas un souci, tu as lâché, ils ont leur rôle et tu fais confiance. Ils travaillent pas, ils s'arrangent dans leur télétravail, mais ils font avancer l'entreprise et tu as confiance en eux là-dessus. Alors, on a quand même un avantage, d'une part, de par notre métier, pratiquement les 2/3, voire les 3/4 de l'équipe sont la plupart du temps chez les clients, donc je ne peux pas les contrôler, personne ne peut les contrôler, sauf les clients. Donc ça, c'est un peu changé quand même, le contrôle, le regard du client par rapport au travail que nous faisons. Mais donc ce métier fait qu'on est vraiment habitué à ne pas pouvoir, il n'y a pas d'horloge pointeuse chez nous, c'est pas possible. Par contre, on a un deuxième avantage, c'est que nos services, puisque nous ne fournissons que des services, finalement sont contrôlés par les clients. Quand on rentre nos timesheets et que les clients les valident ou ne les valident pas, il y a un contrôle par le client du travail qui est fait, de la valeur ajoutée qu'on leur apporte. Donc ça, oui, ça nous aide évidemment. On a un contrôle indirect par le client du travail qu'on réalise. Merci beaucoup. Alors, je t'invite pour le micro à faire vraiment attention parce que ça fait des petits bruits. Je ne sais pas comment est positionné ton micro, mais
C'est pas évident quand on parle avec les mains, je sais. Si tu devais faire face de nouveau à une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, que tu aurais fait différemment ou vu autrement? Est-ce que tu tires des enseignements de cette situation et si oui, lesquels? Euh, Je dirais que on est dans un monde en informatique qui est en constante évolution depuis des dizaines d'années. Et ce qui a motivé d'ailleurs mon souhait d'instaurer l'holacratie dans l'équipe, c'était la première question d'ailleurs que Bernard-Marie m'a posée quand je lui ai parlé de mon projet de mettre en place l'holacratie, c'est pourquoi, why. L'agilité, c'est absolument indispensable dans notre métier d'être agile, de pouvoir s'adapter à des changements qui arrivent à toute vitesse et qu'on peut à peine anticiper. Donc, ça, c'est vraiment l'enseignement principal, c'est d'être le plus léger, le plus adaptable possible, d'avoir les reins solides aussi pour passer un cap comme celui-ci. On est à 75%, 80% de notre fonctionnement habituel. Financièrement, ce n'est pas confortable. Ça l'est pour nous parce qu'on sait qu'on peut tenir comme ça 6 mois, voire un an s'il le fallait. Mais sinon, ça serait vraiment très inconfortable. Et donc, il y a d'autres secteurs auxquels je pense souvent, la culture, le social, l'orécal, les voyages, qui n'ont pas cette chance. Mais voilà, l'agilité pour nous, c'est vraiment l'enseignement et la chose essentielle pour pouvoir affronter. Alors normalement, plutôt des défis technologiques. Dans ce cas-ci, c'est un défi qui ne l'est pas vraiment au niveau technologique, mais c'est la même chose. Et alors, cette agilité, tu penses que vous l'avez, que vous avez encore des marges de progrès? L'agilité, on l'avait, sinon on n'aurait jamais vécu 30 ans dans un secteur où les acteurs d'il y a 30 ans, à part 3-4 noms, ils ont tous disparu et si j'interroge la moitié de mon équipe, ils ne les connaissent pas ces noms-là. Donc oui, on avait de l'agilité. Je l'ai porté, cette agilité, ce souci de s'adapter, d'anticiper les changements. Je l'ai porté pendant des années. Ce que l'holacratie nous amène aujourd'hui, c'est que cette agilité, elle n'est plus portée par moi, elle est portée par, en tout cas, une partie, j'espère la plus grande possible, une partie de l'équipe. Super, merci. Alors, je sais exactement quelle est la situation en Belgique. Je ne sais pas si vous êtes confinés, s'il va y avoir un déconfinement. En tout cas, il y aura un retour à la normale, on va dire, si tant est qu'on puisse retourner à la normale, vers une reprise d'activité avec reprise dans les bureaux. Comment est-ce que vous anticipez cette reprise? Comment vous allez vous organiser? Alors effectivement, on a un peu le même fonctionnement qu'en France. On a déjà un premier déconfinement ce lundi, donc une partie des entreprises ont repris, surtout celles qui sont orientées business. Et lundi prochain, une autre partie, les commerces, vont reprendre aussi, pas tous bien sûr. L'Horeca n'aura pas cette chance. Mais alors, on va reprendre le travail. Je ne sais pas très bien comment, parce qu'il y aura quand même encore beaucoup de choses chaotiques. Pas de notre côté, mais du côté de l'organisation, des clients, de la société, comment est-ce qu'on va fonctionner. Voilà, l'agilité va nous permettre de gérer ça au fur et à mesure et le plus intelligemment possible. C'est là que l'intelligence collective fonctionne. Hein. C'est en face d'un problème, c'est de trouver la solution la plus adaptée et la plus proche du problème. Merci. Alors, pour en revenir à l'holacratie que vous pratiquez depuis 1 an moins un jour, est-ce que tu penses que ça a aidé dans cette crise? Tu en as parlé un petit peu avec l'agilité. Et en quoi ça a pu vous aider à gérer cette crise? C'est une question difficile.
ça m'étonnait d'ailleurs, vous avez utilisé pour annoncer ces webinaires une image qui est très peu holacratique, c'est celle du voilier avec un équipage. Sur un voilier, c'est très, très hiérarchique, hein, on ne discute pas les ordres du skipper. Mais alors, on a adopté la Constitution il y a un an, on avait déjà des pratiques, des bonnes pratiques depuis 2-3 ans, je dirais. C'est vraiment très compliqué de répondre à cette question-là parce que c'est Paul Auster qui a écrit un bouquin il y a un an ou deux où en parallèle, en partant de la même famille, il est parti sur 4 histoires différentes avec des changements qui au final donnaient des fins qui n'avaient aucun rapport entre elles. Je ne sais pas comment on fonctionnerait aujourd'hui, comment ce serait passé si on avait un fonctionnement classique, d'une hiérarchie classique. Donc, difficile à répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir une raison d'être comprise et portée par le plus grand nombre, dans notre cas, c'est le fait que nous sommes passionnés par les technologies, qu'on a envie de partager ces passions, le fait qu'on ait des raisons d'être et pas des job descriptions, des raisons d'être pour chacun des rôles qui sont clairs, et donc tous savent comment gérer ça, qu'on ait des processus aussi qui sont clairs. Alors, on ne parle pas de gouvernance pour le moment, mais au niveau opérationnel, c'est vraiment simple. On ne traite pas des questions qui ne sont pas posées aujourd'hui. Par contre, on traite au plus près du problème et en toute autonomie les questions qui se posent. Tout ça fait que ça nous aide clairement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain aussi, j'espère. Merci. Alors, effectivement, on a pris la métaphore en fait, des dirigeants qui sont sur le pont du navire. Et on a des dirigeants à différents stades de pratique. On avait Monsieur Bricolage qui pratique des bouts d'holacratie, en tout cas, et puis dans une partie de l'entreprise, jusqu'à des entreprises qui pratiquent comme Scarabée depuis 4-5 ans. Donc, effectivement, c'est le paradoxe. Est-ce que les dirigeants se sont retrouvés avec cette crise sur le pont tout seuls, à porter le truc, ou est-ce qu'ils ont vraiment joué le jeu de la délégation et puis eu leurs équipes avec eux pour co-diriger en fait, cette crise? Et c'est ça que je trouve intéressant. Et dans ton témoignage, je sens vraiment qu'il y a l'entièreté des collaborateurs s'est approprié cette crise-là et vous l'avez gérée ensemble. Vous avez navigué ensemble dans cette agilité. J'irai plus loin. Si pour une raison ou une autre, je n'avais pas été là pendant ces 2 mois un peu intenses, je pense qu'il n'y aurait pas eu de différence au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Oui, donc c'est un vrai cheminement et un vrai travail c'est pas que lié à Holacracy, on entend qu'il y a tout un cheminement avant aussi, mais c'est un vrai travail qui a été fait de ta part en tout cas de faire que l'entreprise vive seule, quoi. Oui, ne dites pas ça à mon conseil d'administration. Non, on coupera au montage. Alors, certaines personnes pensent que cette crise n'est qu'un début, finalement, et qu'il y aura probablement d'autres crises, d'autres turbulences. Hein, c'est un petit peu les théories du chaos qu'on avait abordées lors d'un webinaire avec Bruno Marion. Est-ce que toi, tu es de cet avis et est-ce que tu envisages d'aller encore plus loin dans la transformation de ton organisation, dans le mode de management pour te préparer et préparer l'entreprise aux turbulences à venir? Alors, l'holacratie, pour moi, c'est pas bon, on a bien signé une constitution, mais c'est surtout un chemin. C'est un chemin c'est un chemin de l'entreprise, c'est un chemin personnel aussi. La gestion des priorités, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Pour certains, c'est plus naturel, pour d'autres, c'est pas du tout naturel de pouvoir gérer en toute autonomie ces priorités. Alors oui, donc continuer certainement. Je dirais que le seul enseignement que je pourrais partager de ces 30 dernières années, c'est celui-ci. Dans notre secteur, on a vécu un certain nombre de phénomènes à croissance exponentielle. Il y a eu le le microprocesseur, pardon, Internet, il y a eu la téléphonie mobile, il y a eu aujourd'hui le cloud, etc. Et tous ces phénomènes exponentiels, à croissance exponentielle,
amène le même constat, comme le corona aujourd'hui, c'est l'incapacité naturelle de la femme, de l'homme, de l'humain, à les anticiper. C'est chaque fois la même chose pour le. Je me souviens pour le micro-ordinateur, c'était le CEO de Digital Equipment, qui était un des grands leaders à l'époque, qui a vu le microcomputer, comme je le cite de mémoire, comme une réponse à une question qui n'avait pas été posée. Il a pris une grosse claque d'ailleurs. Mais tous, pour le corona, ça a été la même chose. On a annoncé très très vite que la période de doublement du corona était de 2,7 jours. Et quand on a annoncé ça, 2, 4, 8 personnes, les gens n'ont pas vraiment réagi. Pourtant, un phénomène exponentiel, on le sait, après 10 instances, on est à 1000, après 20, on est à 1 million. Donc, dès le début, on pouvait savoir que ce phénomène allait être comme un tsunami. Pourtant, l'humain est incapable de gérer ça. Et nous, en informatique, on le sait, et il y a d'autres phénomènes qui s'amènent. Je parlais du cloud, mais ça, c'est aujourd'hui. Et ces phénomènes nécessitent de mettre de côté son intuition, tout ce que l'on pense, et particulièrement quand on a un ego développé, de mettre ça de côté et de regarder très froidement, le plus froidement possible, les chiffres. Alors c'est facile à dire, malheureusement, et il n'y a pas qu'en informatique qu'il y a des phénomènes exponentiels. Le réchauffement climatique en est un, en tout cas par rapport à tout ce que je peux lire, et pour autant, les gens sont, pour une grande majorité, sont dubitatifs et attendent d'avoir la claque pour pouvoir réagir. Y compris des gens qui sont proches, y compris dans mon équipe. Justement, petite dernière question, parce que tu parles de ton équipe, est-ce que tu as eu des révélations, au contraire des choses qui t'ont surprise de la part de certains collaborateurs, du fait de leur réaction par rapport à la crise? Alors, oui, mais parce que j'ai été plus en contact pour une raison ou une autre avec l'un ou l'autre, oui, des gens qui ont vraiment travaillé, des collaborateurs qui ont travaillé dans des conditions vraiment difficiles, avec des enfants en bas âge qu'ils devaient gérer en même temps que des appels téléphoniques, et même souvent indirectement. C'est des clients qui, parce qu'ils rappelaient le lendemain et qui nous disaient combien ils étaient admiratifs du travail qu'on avait fait. Oui, il y a des gens qui se révèlent dans des situations comme celle-là, comme toujours. Et à l'inverse, des déceptions ou des gens en qui tu croyais qui n'ont pas fait l'effort de crise attendu? Non, pas des déceptions. C'est simple, il y a des gens, il y a des jeunes qui sortent de l'école, qui ne connaissent pas d'autres organisations, d'autres entreprises quand ils arrivent chez nous et qui manquent de maturité. Ce n'est pas une déception de savoir ça, on sait qu'il y a un travail pour leur apprendre à gérer leurs priorités, à se gérer eux-mêmes. C'est un chemin. Et je dirais que s'il y a l'holacratie d'un côté, le deuxième pilier, c'est justement, par exemple, la GTD, la gestion des choses à faire, qui sont le deuxième pilier pour ce type d'organisation et de gouvernance. Merci beaucoup Stéphane pour ces réponses. On va maintenant passer aux questions des participants. On a déjà quelques questions. Donc ceux qui nous auraient rejoints en cours ou qui auraient subitement des questions, vous avez un petit bouton QR juste en dessous de nos vidéos pour pouvoir poser vos questions. Alors, première question de Anne qui dit « Demain, retour au bureau, quelle sera la plus-value des réunions en présentiel par rapport aux réunions à distance ?» C'est simple, la bière ou le vin qui va suivre. L'apéro. Il paraît que vous êtes plutôt bière en Belgique. Alors,
Non, je plaisante, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de plus-value à être ensemble, si ce n'est le côté convivial. Ce qui est difficile, et ça on l'a expérimenté lors d'une première réunion, c'est un mélange des deux. Alors ça, c'est vraiment compliqué, d'avoir une partie des gens qui sont à distance et une autre partie qui est en présentiel. Ça c'est compliqué. En tout cas, nous, on a eu du mal à gérer ça. Pour le reste, l'un ou l'autre. Oui, effectivement, je me permets de rebondir là-dessus. À distance fonctionne très très bien si tout le monde est avec sa propre caméra derrière son ordinateur. Là, on est vraiment tous au même niveau. Et s'il y en a effectivement deux ou trois qui sont dans la même pièce, tout de suite, ça crée un déséquilibre et des discussions parasites qui, du coup, font que la réunion est moins efficace. Merci. Alors, on a une autre question. Quelle serait la place idéale du virtuel et du numérique dans le monde de demain? C'est une petite question plutôt futuriste. Waouh! Alors, la place elle sera prise. Le virtuel et l'électronique prend comme un gaz tout l'espace disponible pour le meilleur ou pour le pire. Ce que je peux dire, en tout cas pour une entreprise, et on a eu, nous, je pense, parmi les avantages en parallèle de la gouvernance, nous avions tous les outils pour partager toutes les informations. Tous nos collaborateurs ont accès à toutes les informations où qu'ils soient. Nous avons tous les outils pour collaborer. On peut se sentir à côté comme si on l'était physiquement. Et gérer aussi toutes nos timesheets, tous nos systèmes de gestion de contrats, etc., sont informatisés. Donc, avoir des bons outils pour gérer une activité aujourd'hui est vraiment indispensable. Merci. Alors, on a une autre question. Utilisez-vous un ou plusieurs systèmes de communication ainsi qu'un outil de gestion de projet? Si oui, avez-vous des règles dans l'utilisation de ces derniers? Merci. Alors, on a une série d'outils qu'on peut utiliser. On utilise Teams de Microsoft en interne parce qu'on est partenaire Microsoft, parce qu'on est obligé de l'être, etc. etc. Donc, c'est un peu notre outil par défaut, l'outil simple. Mais bon, on est aussi partenaire Google et on pourrait utiliser les outils de Google. Et si je dois utiliser un outil avec des collaborateurs, avec des personnes en externe, je vais plutôt utiliser Zoom comme vous. Enfin, et on a des associations qui ont des difficultés, qui n'ont pas des moyens financiers simples, et on a encore d'autres outils pour eux. Donc, ça, c'est pour les outils. Donc, les nôtres ne sont pas forcément une référence pour tout le monde. On avise et on conseille au mieux pour les clients. Au niveau de gestion de projet, nos projets sont très courts. Donc, on n'a pas d'outil de gestion de projet. Par contre, on a un outil métier, un outil qui nous permet de gérer en tant que management service provider, de gérer les infrastructures de nos clients comme si on était chez nos clients, tout ça à distance, d'avoir les alertes dès qu'il y a quoi que ce soit d'anormal qui se passe sur le réseau d'un client et de pouvoir intervenir avant même que, si c'est possible, avant même qu'un utilisateur se rende compte qu'il y a un défaut. Donc, tout ça, ce sont des outils qui sont extrêmement liés à notre métier précis. En gestion de projet, quand on parle de gestion de projet, on parle plutôt d'outils qui visent à gérer des projets de plusieurs jours, voire plusieurs mois, ce qui n'est pas notre cas. Alors, du coup, je me permets une petite question en plus de ça. Du coup, est-ce que vous utilisez Scrum ou une autre méthode agile avec un mur physique où il n'y avait pas du tout? Non, nous ne sommes pas dans le développement, donc on gère des infrastructures informatiques d'organisations qui n'ont pas d'informaticiens en interne, mais on ne fait pas de développement. Donc, on n'est pas très loin dans nos raisonnements et nos habitudes de Scrum.
on peut avoir des pratiques comme celle-là pour des projets internes, mais pas de manière très formelle, non. Merci. J'espère qu'on a répondu à la question, Quentin. Puis si on ne répond pas bien à vos questions, n'hésitez pas à reposer la question ou bien à le mettre dans le module converser et on reprendra la question avec plaisir. Alors, une question ensuite d'Adrien. Bonjour Adrien. Quelle a été pour vous la différence entre les expérimentations de libération, avec notamment l'inspiration de Zobrist et l'holacratie, et comment avez-vous fait évoluer votre réflexion jusqu'à aujourd'hui? Je n'ai pas compris tous les mots de la question. J'espère que Jean-François Zobrist n'a jamais lu ce que j'avais écrit, que j'avais collé ineffable par rapport à son expérience. J'aime beaucoup. J'ai lu ses livres et je trouve ça extraordinaire ce qu'il a fait dans un monde qui est bien plus compliqué à changer, le monde industriel avec des ouvriers et des machines par rapport à notre métier qui est plus naturellement tourné vers l'agilité. Dans notre cas, c'est un cheminement personnel au départ. C'est une volonté d'aller vers une autre manière de gouvernance qui ne soit pas hiérarchique, vers l'intelligence collective, comme on l'appelle aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le label, ou la gouvernance partagée. Mais comme tu l'as dit, Margot, au début, dans l'introduction, tout ce que j'ai pu lire, tout ce dont j'ai pu m'inspirer a influencé la société et le développement de la société. Mais tout ça créait en fait aussi, à un moment donné, des tensions vers ce que les gens ont comme habitude à titre personnel dans leur éducation, dans leurs relations. Et c'est cette tension entre quelque chose qui tournait vers la gouvernance partagée et ce que les gens connaissent, c'est-à-dire les relations hiérarchiques, il y a en permanence cette tension qui faisait que dès qu'il y avait un peu plus d'autonomie, moi, j'avais du mal à voir revenir ces fonctionnements hiérarchiques. L'holacratie a amené j'ai horreur de la traduction française qui je trouve particulièrement inappropriée au terme, à cet operating system qui est prêt à l'emploi, qui nous a permis d'avoir tous les mêmes règles du jeu, la Constitution, d'avoir tous la même formation, d'avoir tous la capacité de dire « Ah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là tu te trompes ». Et ça, je ne l'avais jamais rencontré avant, ou je ne l'avais jamais lu, ou je n'avais, dans les différentes propositions, consultants ou formations, etc., je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi cohérent globalement. Ça, c'est le grand apport de l'holacratie par rapport à tout ce que j'avais découvert avant et que je peux encore aujourd'hui rencontrer avec quand je lis ou je vois des webinaires sur d'autres solutions qui sont proposées, qui sont souvent construites avec les mêmes outils, mais qui n'ont pas cette cohérence globale. Merci. Alors effectivement, je n'ai pas cité toutes les sources. Tu t'es inspiré de bon nombre de sources. Donc j'ai cité la principale qui était Jean-François Zobrist, mais il faut savoir que Stéphane a fait un réel travail de recherche avant d'arriver à l'holacratie. Je pense que la question aussi d'Adrien, c'est de savoir quel a été ton cheminement justement dans tout ce travail de recherche. Qu'est-ce que tu t'es cherché et quel a été ton fil conducteur et comment tu es arrivé à l'holacratie? Comment tu as mis en place ces expérimentations en fait? Mais, au départ, par cette envie d'instaurer une gouvernance partagée, etc., mais qui ne fonctionnait pas bien, qui a amené des burn-out, des tensions énormes avec des personnes qui allaient plutôt vers quelque chose qui revenait au modèle hiérarchique, avec des bonnes intentions, hein, mais qui n'était pas du tout la direction que moi je voulais instaurer dans le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est par hasard mon fils qui m'a envoyé un lien vers la BD que vous avez sur votre site et que vous avez créé, en me disant « Tiens, tu connais ?» Et puis j'ai lu la BD.
Je recommande vraiment de lire les 2 ou 3 premiers chapitres. Après, ça devient un peu plus compliqué, je trouve. Mais voilà, d'avoir un intérêt en me disant, tiens, il y a non seulement des consultants, il y a non seulement de l'écrit, qui est un bouquin, mais en plus, il y a des formations. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'était l'élément indispensable, c'était de pouvoir former l'équipe, donner les mêmes outils à l'ensemble des personnes, en tout cas ceux qui le voulaient, pour travailler avec quelque chose de commun. Merci beaucoup. Puis Adrien, je vous invite à nous dire si on n'a pas intégralement répondu à la question. On a ensuite une question de Anne qui demande, alors je ne sais pas si c'est provocateur, c'est une vraie question, puis on va voir comment tu réponds, qui demande si le prochain virus ne serait pas informatique. Alors, quelle est ta vision là-dessus? Alors, des virus informatiques, il y en a. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Mais oui, on peut tout à fait imaginer que dans quelque temps, l'Internet soit paralysé pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, que ce soit par un virus ou par peu importe en fait, et qu'on ait beaucoup de mal à continuer à travailler et à reprendre. Et donc, même par rapport à des événements comme ceux-là, ça reste pour moi pas un souci premier, mais nos outils permettent de pouvoir continuer à travailler, même si un événement comme celui-là arrivait. Alors, je n'anticipe pas tous les problèmes, et puis il y en aura d'autres que nous gérerons ensemble au mieux et collaborativement avec l'intelligence justement collective qui permet de faire au mieux par rapport à ce qui arrive. Alors justement, par rapport à ça, j'aimerais revenir à cette notion de raison d'être que tu as évoquée tout à l'heure, qui est vraiment d'aligner les équipes. Il me semble que votre raison d'être, c'est de challenger nos passions pour les technologies, à moins qu'elle ait évolué. Alors, en quoi elle serait porteuse justement s'il y avait une évolution de l'informatique, si l'informatique venait à disparaître? Parce qu'on voit bien qu'elle est beaucoup plus large que simplement l'informatique. Elle n'était pas écrite comme ça, mais il y a 30 ans, elle n'était pas vraiment différente. C'était 2 longs paragraphes que j'étais même incapable de citer de mémoire, tellement ils étaient compliqués parce qu'on avait pensé à chaque mot. Mais fondamentalement, la passion pour nos technologies aujourd'hui permet lors d'un engagement, par exemple, se dire, tiens, est-ce que cette personne va bien fonctionner avec l'équipe? Ou à un moment donné, avec quelqu'un qui a du mal, qui est en porte-à-faux par rapport à l'équipe, est-ce qu'il a toujours une passion pour ce qu'il fait? Ça nous aide, en fait, ça nous aide à tous les niveaux. Et partager ses passions, c'est quelque chose alors peut-être qu'un jour il n'y aura plus de technologie, qu'on sera tous dans des champs, mais tant qu'il y aura de la technologie, cette raison d'être pourra subsister, quelles que soient les technologies. Merci. Alors, une question de Alex qui nous remercie encore pour le témoignage. Alex est présent à toute la série webinaire, donc c'est assez plaisant. Merci beaucoup du retour. Grâce au modèle d'organisation basé sur des rôles, vous obtenez un système bien plus organique et du coup qui peut changer plus souvent. Typiquement, des changements dans les détenteurs des différents rôles. Est-ce qu'il y a une discussion en interne sur ces possibilités de changement et est-ce qu'il y a un impact sur le salaire du coup? Alors, changer les rôles, c'est de l'autorité des réunions de gouvernance. Donc, c'est quelque chose qui est c'est un processus extrêmement formaté, qui est géré par la Constitution holacratie et pour lequel je n'ai pas d'autre voie que celle de mes rôles. Pour ce qui est du salaire, c'est une étape dans ce chemin qui est long et c'est sans doute pas la plus simple. Tout ce qui est lié aux ressources humaines, que ce soit l'engagement c'est plus simple, mais un processus
je vais dire pour faire simple, de licenciement, mais disons un processus où quelqu'un à un moment donné se met en porte-à-faux par rapport au fonctionnement de l'équipe, comment gérer ça dans un processus vraiment lacratique, comment à un moment donné discuter des salaires, comment gérer les salaires dans un processus totalement partagé, c'est un chemin auquel je suis prêt à… Je suivrai avec beaucoup d'intérêt ce chemin-là, mais il demande une maturité de l'ensemble de l'équipe qui demande du temps. Oui, ça demande du temps et en général, les salaires, ce n'est pas forcément le premier chantier RH qu'on aborde parce que c'est, voilà, holacratie n'implique pas de changer les salaires. Il n'y a rien dans la Constitution là-dessus. Et peut-être que les salaires sont déjà justes et qu'il n'y a pas forcément besoin de les faire évoluer. En tout cas, c'est propre à chaque entreprise. Est-ce qu'il y a des processus RH quand même que vous avez fait évoluer de recrutement, d'entretien en un an? C'était déjà en cours, mais par exemple, le recrutement, certains candidats peuvent trouver ça vraiment pénible. Le recrutement se fait largement au niveau de l'équipe. Souvent, c'est 4, 5, voire 6 personnes qui voient le candidat avant qu'on l'engage. Donc, mon rôle est vraiment restreint par rapport à un processus comme celui-là. Pour le reste, non, on a besoin de temps pour ça. Au niveau, c'est un processus global qui vise à aller dans une direction. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes, je compte, 5 personnes actives qui font partie de l'actionnariat. C'est nouveau aussi. Et tout ça participe de ce chemin, non pas vers une coopérative, ce n'est pas le but, mais vers un travail de l'ensemble pour avoir quelque chose de plus collaboratif et de partagé. C'est un choix personnel, hein, ce n'est pas du tout une obligation ou quelque chose qui s'inscrit dans le processus de l'holacratie. Merci de nous partager ça. Alors, en lien avec la question du coup de Alex sur le roulement des rôles, donc j'imagine que tu portais quand même pas mal de choses quand même avant de clarifier tes rôles. C'est toujours un travail pas très évident qu'on appelle travail de distillation, que de clarifier les différents rôles du dirigeant. Et souvent, ça prend plusieurs semaines et un accompagnement pour vraiment mettre de la clarté sur tout ce que fait le dirigeant et puis essayer aussi de se retrouver et de se centrer sur sa valeur ajoutée, sur ses talents. Est-ce que du coup, il y a eu un petit basculement des rôles? Est-ce qu'il y a des rôles que tu portais qui ont été repris par des membres de l'équipe? Et est-ce qu'il y a des membres de l'équipe qui ont changé radicalement ou en tout cas qui ont évolué dans d'autres rôles? Non, il n'y a pas eu de changement radical. C'est aussi venu, donc le fait d'implémenter l'holacratie est venu après une période assez tumultueuse où on a eu des départs, plusieurs départs, dont le départ de notre coordinateur opérationnel, mais départ pour tout un tas de raisons, mais ça a été plus simple, peut-être. Je ne sais pas si j'aurais aimé, mais je ne sais pas s'il aurait suivi ce processus de changement. C'est dans ces étages intermédiaires qu'on appelle le middle management. Je n'aime pas du tout ce mot, mais pour faire simple, que se trouvent les difficultés les plus grandes. Donc, on n'avait pas ce middle management, à l'exception de quelques personnes, mais qui étaient tout aussi motivées que moi à mettre en œuvre ce changement. Merci. Alors, j'imagine du coup que ce coordinateur, vous ne l'avez pas remplacé. Vous avez créé un set de rôles qui a été redistribué à plusieurs collaborateurs du coup. Non, on a besoin d'un chef d'orchestre et pour une équipe de 20 personnes, c'est une personne ce rôle-là. Ça ne prend pas un temps plein d'ailleurs. Mais voilà, ça a été fait par quelqu'un qui avait suivi la formation, qui a pris ce rôle. Et donc, ça s'est passé très, très naturellement. Si dans X années, il souhaitait ne plus… Parce que c'est un rôle assez lourd de chef d'orchestre
c'est un rôle où c'est un peu un aiguillage de tous les problèmes et de tous les stress. Si dans 2 ou 3 ans, il souhaitait revenir à quelque chose de plus technique ou prendre d'autres rôles et abandonner celui-là, ben, on adapterait et quelqu'un d'autre on engagerait ou plus probablement, quelqu'un dans l'équipe prendrait ce rôle-là. C'est un des avantages, je trouve, de l'holacratie, c'est que la clarté sur les rôles fait que c'est plus facile de mettre plusieurs personnes dans un set de rôles qui représentait un statut avant, directeur ou autre. Ça représente pas mal de rôles et le fait de clarifier les différents rôles fait qu'en fait, on peut très bien déléguer à plusieurs personnes et pas besoin d'avoir le mouton à 5 pattes qui sait tout gérer. Ça peut être très bien délégué à plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Et comme on parle de rôle avec des redevabilités dans les deux sens, de l'informaticien qui fait un job et du coordinateur qui gère ces différents jobs, on est vraiment dans une holacratie, en fait, pour revenir aux racines de l'holacratie. Et si cette holacratie est bien comprise, ce n'est plus en rapport avec la hiérarchie, ce n'est plus vécu comme une hiérarchie. Alors oui, il peut y avoir des moments de tension avec des choses qui peuvent être vécues comme des ordres, mais c'est vite géré, c'est vite expliqué et corrigé. Merci beaucoup. Alors, on va arriver à la fin du temps. On a répondu à toutes les questions. On a d'autres webinaires de planifier, ça ne s'arrête pas. Voilà, on a jusqu'au 7 mai. Rejoignez-nous à 16h avec Michel Bindoc, qui est le leader du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Et demain, vous pouvez également nous joindre à 12h30 avec Philippe Pinault de Talkspirit et à 17h30 avec Bénédicte Desquester de Evry Swin Pharma, qui sera là depuis la Californie. C'est pour ça que le webinaire est un peu plus tard. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur l'holacratie, comme d'habitude, on vous mettra toutes les ressources et les informations dans l'email qui va suivre. On démarre là le 7 mai, justement, une formation 360 degrés en ligne, intégralement en ligne, avec des vidéos et des sessions en direct. Ce sera avec Bernard-Marie Chiquet pour découvrir les 4 outils et clés de la mise en place de cet outil. Et puis, on a également d'autres dates en présentiel, en espérant qu'on pourra les tenir. Et on vient le 8 septembre à Bruxelles pour donner une introduction. Et si jamais vous êtes intéressé, vous aussi, pour transformer le management de votre entreprise, vous avez donc les informations qui vont suivre et vous pouvez nous contacter. On a des parcours de dirigeants et des formations adaptées en fonction de la taille de votre équipe, votre business et puis votre budget. Pour terminer, Stéphane, je te propose un petit tour de clôture. Là, on a 5 minutes. Tu peux prendre ton temps, que tu puisses nous partager ton expérience de ce webinaire, tes apprentissages, un petit peu comme dans les réunions holacratie. Je m'étais dit que je n'allais pas regarder les séminaires précédents pour ne pas avoir l'impression de redire quelque chose qui avait déjà été dit. Et donc, je vais les regarder cet après-midi. Je regarderai les suivants aussi. Content d'avoir partagé, c'est toujours gai. Et avec plaisir à chaque fois que je le peux de partager l'expérience de l'équipe. Hein. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui appartient à toute l'équipe. Et voilà, j'espère que d'autres suivront ce chemin parce c'est un chouette chemin, il est agréable et il est riche. Moi, je te remercie, Stéphane, pour ton intervention. Il n'y a pas eu de redite avec les autres. Voilà, c'est ça qui est bien dans cette série, c'est que c'est à peu près les mêmes questions, mais c'est des expériences différentes. Voilà, tout le monde ne vit pas la crise de la même façon et c'est toujours très riche en apprentissage et surtout très inspirant. Donc, je te remercie grandement et merci aux participants pour vos questions. Et puis, on se retrouve dans 1 heure pour ceux qui vont nous suivre avec Michel. À tout à l'heure. Bon après-midi. Merci Margot, merci à tous. Merci Stéphane.